Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion d'entamer la réflexion de cette table ronde sur ce sujet. Et je vous dirais d'emblée que je rencontre une difficulté qui est que je suis presque entièrement d'accord avec l'intervention remarquable de Thierry de Montbrial tout à l'heure, qui par anticipation englobe, me semble-t-il, l'ensemble des débats de ces 2 jours et qui fixe un cadre extrêmement ambitieux. Mais à partir de là, je vais quand même essayer de faire des réflexions sur 2 points. D'abord sur le concept même et le mot de gouvernance et la façon dont on peut s'en servir pour progresser dans les travaux de cette réunion et les futurs, compte tenu de l'ambition du programme, et de façon plus concrète et plus précise sur ce qui est en train de se passer autour du G20 et de ce qui en découle. Donc sur le premier point gouvernance, nous l'employons par commodité, Thierry de Montbrial en donnait une traduction positive et concrète, c'est le mode de coordination nécessaire, de concertation, de coopération de l'ensemble des acteurs, à commencer par les États qui gardent la primauté, etc. Mais ce mot a été compris, à mon avis, un peu autrement dans la période d'euphorie, d'hubris, qui a saisi les Occidentaux en particulier à travers de l'interprétation héroïque de la chute du mur, qui était en fait l'ouverture du mur par un régime exsangue. Et donc il y a une sorte d'interprétation de la gouvernance où on a vu que c'est ce que les linguistes appellent un mot valise, dans lequel chacun projette le sens qui lui convient. Alors, de quoi s'agit-il? C'est la gouvernance de qui sur qui, ou de quoi sur qui? De quelles règles sur qui ou sur quoi? Des règles élaborées par qui? Bon, il y a toute une série de questions qui se posent derrière, et c'est là où on retrouve la question de gouvernance par les États. Mais est-ce que c'est les États les plus forts? Vous vous rappelez de l'époque des États-Unis, justement, d'après la fin de l'URSS, c'est l'époque où j'avais employé le mot d'hyperpuissance, qui n'était pas agressif. En français, ce n'est pas agressif, contre un mot hyper en anglais. Ça voulait dire la plus grande puissance de tous les temps. Et je suis d'accord pour dire que c'est ce pays qui gardera le leadership évident pendant très, très, très longtemps. Est-ce que c'est donc un autre mot pour le gouvernement des plus forts? Est-ce que c'est un mot pour le gouvernement des États? Mais on sait bien que même s'ils gardent la primauté, ils ne sont depuis longtemps plus les seuls acteurs dans le jeu. Est-ce que c'était la croyance dans le marché qui, au fond, se substitue peu à peu à tous les autres centres de décision, d'orientation, de prévision et qui est capable de s'autoréguler, ce qui est évidemment une vaste farce, mais beaucoup de gens l'ont dit et l'ont cru. Donc il faut faire attention à ça. Donc moi je recommande, j'insiste sur ce point, je recommande pour ces travaux, pour cette table ronde, pour les suivantes, pour les réunions suivantes, que chaque fois que ce mot est employé, il y ait une sorte de traduction rigoureuse. Il y a beaucoup de mots comme ça qui obscurcissent la réflexion. Quand on dit communauté internationale, par exemple, je pense que c'est un terme sympathique et complètement prématuré, et qu'à chaque fois, il faut le traduire par ce que c'est exactement. Donc, même chose pour gouvernance. Autre remarque sur la question de la gouvernance, il faut faire attention à la dimension éventuellement déresponsabilisante de l'adjectif global. Parce que c'est devenu une banalité de dire aujourd'hui tout est global. Bon, très bien, so what? Si tout est global, qui fait quoi? Tout est global, donc la réponse est globale. Ça peut vouloir dire, au fond, ça ne me concerne plus. Si c'est global, il y a une sorte d'entité abstraite qui est au-dessus des choses, comme l'idée que beaucoup de gens se faisaient de l'ONU avant qu'il y ait une sorte de désillusion. Or, ça ne veut rien dire, en fait. Il n'y a pas de président global du peuple global. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que toutes les illusions du monde homogénéisé par soit la conception un peu mal traduite en effet de Fukuyama, ou les conceptions Internet, les thèses de Thomas Friedman, etc., tout ça est inexact, et très largement inexact. Donc à problèmes globaux, réponse collective, pas réponse globale. Ça ne veut rien dire, la réponse globale. Ou alors il faut traduire là aussi. Donc on entre assez vite dans la question de l'organisation de qui fait quoi. Et c'est là que je voulais dire quelques mots sur la question du G20. D'abord, l'existence même du G20 est un aveu. Si les Occidentaux le pouvaient, vous pensez bien qu'ils décideraient de tout à 3. 1, 2, 3, comme c'était le cas après la Première Guerre mondiale. Wilson, Lloyd George, Clemenceau. Ou après la Deuxième Guerre mondiale. Staline, Roosevelt, Churchill, puis Truman. Donc ils décideraient de tout seul. Donc le G20, les Occidentaux se sont résignés. Les Occidentaux qui ont eu le monopole de la puissance et de l'action stratégique dans le monde depuis 4 siècles environ.
Il y avait une tentative, il y a eu le G7 dans les années 70, mais en fait, dans le G7, c'est pas désagréable que de dire qu'il y avait 4 pays qui comptaient. Il y a une tentative de Mitterrand en 89 précisément de faire une sorte de sommet nord-sud pour le brancher sur le G7 de l'Arche, mais les participants du G7 ont absolument refusé. Une autre tentative de Jacques Chirac en 2003 qui avait invité 27 pays et non pas simplement 8 au sommet des 8, là aussi blocage du G7 classique. Donc il a fallu des circonstances particulières, la crise, un président Bush à bout de souffle, la présidence de Nicolas Sarkozy pour que le G20 soit acté.